qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Trouver un titre pour cet épisode n'a pas été simple, tant l'engagement et la sincérité de Marie-Aude Muraille sont bouleversants et inspirants. Bien sûr, Marie-Aude est l'une des autrices jeunesse les plus renommées et primées en France et à travers le monde, mais elle est avant tout une figure profondément engagée pour l'enfance. À 70 ans, elle maintient un contact presque quotidien avec les enfants et les adolescents, ce qui lui permet de rester connectée aux évolutions de leur génération. À travers la lecture et l'écriture, elle sème inlassablement des graines autour du pouvoir libérateur des mots. Dans cet échange, nous avons parlé d'évolution de la perception des différences chez les enfants et les ados, de la force de l'écriture engagée, de l'importance de lire, aussi bien des œuvres classiques que contemporaines, et de ce qui continue de l'animer aujourd'hui, dans son travail au service de la jeunesse. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie-Aude. Bonjour Stéphanie. C'est un immense honneur pour moi de vous recevoir au micro de mon podcast. Vous êtes une figure incontournable de la littérature jeunesse en France. Vos livres se distinguent par leur capacité à aborder des thèmes profonds et souvent difficiles, en résonance d'ailleurs avec les défis et les crises de notre époque. Par exemple, dans votre série Sauveur et Fils, vous nous présentez un psychothérapeute et des enfants et adolescents qui partagent les angoisses de leur génération. Alors nous vous retrouvons également aujourd'hui pour parler du lancement de la 3e édition des Petits Molières, le premier concours d'écriture engagée créé par la EdTech Plume, dont vous êtes membre du jury. Et cette édition s'empare d'un thème passionnant, il s'agit de refaire le monde et donc l'opportunité pour les élèves de découvrir l'écriture engagée. Qu'est-ce que c'est pour vous, l'écriture engagée ? C'est être témoin de son époque. Nul ne peut sauter par-dessus son temps, vous direz Monsieur Hegel, et c'est ce que me disent aussi les cours préparatoires, qui sont de grands philosophes. Donc, c'est regarder le monde, c'est arriver à savoir ce qu'on ressent, et plus difficile encore, arriver à l'exprimer et à faire ressentir aux autres ce qu'on ressent. Et ça, peu importe l'âge qu'on a. Et donc, c'est ce qui s'est passé très nettement sur scène la dernière fois, y compris pour moi. J'avais lu les textes de ces jeunes qu'on avait sélectionnés. On est un petit jury. Il y a Timothée de Fombelle, il y a des Soledad Bravi, etc. Chez Jean-Philippe Arouvignou. Et donc, on avait sélectionné des textes. Une chose est de les lire, une chose est de les entendre, et surtout quand ils sont dits par les intéressés eux-mêmes. Donc, il y avait tantôt des acteurs et tantôt les enfants et les adolescents eux-mêmes qui étaient sur scène. C'était au théâtre Mogador, donc c'était quand même un grand espace. C'était impressionnant. Et il y a eu à la fin, il y a eu une phase de cours préparatoire qui est venue dire un texte où il prenait la voix des animaux, disant pourquoi tu me fais ci, pourquoi tu me fais ça, je suis pas un sac à main, je suis pas, etc., etc. Ils protestaient. C'était les animaux eux-mêmes qui s'engageaient, mais par la voix des enfants. Et je l'avais lu ce texte. Mais de l'entendre, que ce soit quelque chose qui sorte de ces tout petits bonshommes, leur mise en voix, ça m'a laissé sans voix. J'ai eu du mal à enchaîner, vraiment, j'y allais, quoi. Et rien que d'y penser. Donc, effectivement, quand les enfants s'engagent, je leur ai dit, d'ailleurs, au début, j'ai fait un petit discours d'intro, je leur ai dit, vous êtes des gens très sérieux, très honnêtes. Quand on vous demande quelque chose, vous le faites avec conviction. Je me demande pourquoi vous votez pas. Parce que, franchement, vous le feriez mieux que beaucoup.
Moi, je milite un peu pour le droit de vote à 16 ans. Françoise Dolto avait un autre point de vue. Elle pensait qu'il fallait autant de voix aux parents qu'ils avaient d'enfants. Mais c'est encore confisquer la voix des enfants. Mais là, les enfants, ils sont ouais, tellement sérieux. Ils prennent les choses à cœur. Ils trichent pas. Ils disent vraiment ce qu'ils ressentent. Et si on leur demandait de voter, je vous jure qu'ils seraient beaucoup mieux informés que nous. Donc voilà, c'est ça que je leur ai dit en débutant. Et je leur ai dit qu'ils étaient des citoyennes et des citoyens. Voilà. Et nous y reviendrons sur cet engagement que vous avez vis-à-vis de l'enfance. J'aimerais maintenant qu'on plonge rapidement dans votre monde d'enfant. Votre père était poète et votre mère journaliste. Vous avez grandi entouré de livres. Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez écrire? Est-ce que c'était une évidence pour vous? Je savais que c'était évident de lire et d'écrire parce que tout le monde le faisait autour de moi. Maman nous l'a proposé, et surtout à mon frère. Tenez, voilà ce qu'on voit ici. Voilà, ça c'est mon frère. C'est aussi une vidéo, donc je me suis dit qu'il fallait en profiter un peu. Donc maman lui a dit, je te donne 1 an pour écrire. Il savait plus très bien quoi faire. Il venait de faire Sciences Po. Voilà, la vie l'intéressait pas tellement. Elle lui a dit, je te paye 1 an pour écrire. C'est un curieux propos de maman, n'est-ce pas? Et bon, elle nous a pas dit la même chose, mais je sentais que pour elle, le plus important, c'était la création. Elle m'avait dit, j'ai pas épousé un homme, j'ai épousé un poète. Et je pense qu'après, elle a fait un musicien, un écrivain. Et c'était important pour nous de lui rapporter notre création à la maison, un petit peu, vous savez, comme on monte le bulletin de bonnes notes. Donc, elle pouvait trouver dans son assiette un livre ou bien un disque. Je pense qu'elle s'est accomplie à travers nous. Elle s'est refusée des choses. Et ça, rétrospectivement, j'en souffre pour elle. Je pense elle le disait, elle se bridait. Elle ne voulait pas faire d'ombre, notamment à son mari, le poète. Et je pense qu'elle avait des capacités pour devenir une écrivain. Elle a d'ailleurs écrit, elle était journaliste et parfois elle était romancière. Elle s'était cantonnée à ce qu'on appellerait aujourd'hui la romance, puisqu'elle écrivait des nouvelles sentimentales dans les journaux féminins. Mais elle avait une vraie plume et je pense qu'elle aurait pu la libérer. Je la mange un peu aussi, et notamment en encourageant les jeunes filles et ma fille à écrire. Et donc de ces débuts de votre carrière d'écrivaine à aujourd'hui, on sait que vos ouvrages ont connu un succès retentissant et vous avez notamment reçu en 2022 le prestigieux prix Hans Christian Andersen. Selon vous, qu'est-ce qui fait que les jeunes sont si réceptifs à votre plume et à vos histoires et à vos personnages? Parce que ce qui m'étonne le plus, c'est que ça dure, c'est que ça tienne. C'est-à-dire que des textes qui ont 20, 25 ans, ils continuent d'être lus, notamment dans les écoles. Et aussi qu'ils fassent un chemin dans la tête des gens, puisque maintenant je rencontre mes lecteurs d'autrefois et ils viennent me dire tel et tel personnage, ça les a marqués, qu'ils ont fait telle et telle chose en fonction de ça. L'autre jour, j'ai eu une grande lettre où cette jeune fille me montrait que chaque livre avait eu un impact sur elle, y compris à l'adolescence quand elle avait refusé de porter des marques parce qu'elle venait de lire Vive la République, qui s'appuyait un peu sur le fameux No Logo. Et donc, ce personnage qui était à l'intérieur très romantique, altermondialiste, non consommateur, elle était tombée amoureuse. C'est un bon truc pour faire adhérer une lectrice à des choses et à des idées qu'on a. Donc, il y a des gens, et hier, il y a une journaliste qui m'a dit, on se sent bousculé par vos livres. Donc, je dis, si c'est vrai, c'est beau. Donc, je pense que ça fonctionne toujours, que je bouscule, parce que je suis bousculée aussi. C'est ma manière de répondre au monde. Et qu'est-ce qui fait que les jeunes, quand je les rencontre, m'écoutent, en fait? Ça m'étonne aussi beaucoup. Je pense que c'est parce que je suis d'une sincérité absolue. J'essaie de connecter complètement avec moi-même. Je le dis à ma fille de temps en temps, le plus simple, c'est de dire la vérité. Et y compris quand elle vous rend fragile, parce que en face, en fait, ils le sentent. Et même si eux se sentent bousculés, je sais qu'ils me feront pas de mal, et que je peux avancer, et que je peux. Ça m'arrive de faire ce geste des bras levés comme pour dire je me rends. Et surtout quand j'ai en face de moi des grands gaillards, des gens qui me disent nous on n'aime pas lire, là je me rends. Mais je vais dire qui je suis.
Et dans d'autres pays, ça m'est arrivé de le faire avec cette même fragilité, cette même sans défense. Dans des pays où on me dit, tu parles pas de ça, tu parles pas de ci. Je suis allée en Russie, je suis allée à Singapour, je suis allée dans plein d'endroits où on me dit, bon, pas d'homosexualité, pas d'IVG, pas de ci, pas de cela, ça n'existe pas. Alors que c'est dans mes livres et qu'ils ont mes livres en main. Hein, c'est vraiment d'une grande hypocrisie. Donc je parle, et puis à un moment, je repense à ce geste. Et ça y est, j'en parle. Et je peux vous dire qu'après, les gens viennent me remercier. Pourquoi? Parce que j'ai dit ce qu'ils ne peuvent pas dire. Moi, je n'étais pas tant en danger que ça. Donc, je l'ai fait pour eux. Et tout ça, bon, chez moi, c'est pas calculé, hein, c'est relativement intuitif. C'est quelque chose qui me prend à la gorge et je sens un appel de l'autre côté. Et je me dis, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que cette authenticité, cette sincérité qui marque votre écriture explique le fait que vous ayez choisi d'écrire pour les jeunes, pour les enfants et non pour les adultes? Oui, parce que ils sont très exigeants. Si je les emmerde, ils seront sans pitié. Si je les considère pas, je vais les blesser. Enfin, pour ce qui est de l'honnêteté, je pense que c'est le public rêvé. Et puis, j'ai toujours voulu être du côté des enfants. Il y avait ce livre de Françoise Dolto, La cause des enfants. C'est la mienne. La cause des enfants, la cause des adolescents. L'autre jour, j'ai écouté assez longuement François Truffaut et je me suis sentie tellement raccord avec lui. Je sais que c'est son 40e anniversaire de la mort. Ça fait longtemps que c'était quelqu'un que j'aime. Et l'autre jour, j'ai écouté une émission qu'il avait faite en 1967 sur France Culture. C'est une émission qui s'appelle Comme il vous plaira. Il avait l'antenne pendant 10 heures. C'est encore autre chose que moi, là. Et on lui a dit, vous faites quoi? Et il a répondu, eh bien voilà mon thème. Pendant 10 heures, on va parler de l'enfance malheureuse. Pas des handicapés, pas des délinquants, mais des enfants mal aimés, des enfants maltraités. De lui-même, il avait dit, j'ai pas été mal aimé, j'ai été maltraité. Ou plutôt pas traité du tout. La phrase dont il se souvenait de son enfance, c'était qu'est-ce qu'on fait du gosse? Et donc, pendant 10 heures sur une antenne de radio, on n'a parlé que de ça. Et il a dit, attention, je ne veux pas de statistiques. Je veux les faits. Je veux que ce soit du sensible. Et tant pis si vous pensez que je cherche à vous atteindre, c'est ce que je veux, en fait, voilà. Pendant 10 heures, il a tenu bon, sur ça. Et en fait, ce qu'il voulait, c'est ce qu'en fait on obtient maintenant. Il voulait pousser les gens à intervenir. Il dit, attendez, il faut faire attention, ce n'est pas dénoncer. Vous êtes les voisins, vous êtes l'instit, vous êtes l'assistante sociale, vous êtes, voilà. Vous devez dire, vous devez protéger parce que les enfants sont sans vous. Puis essaie de corriger des choses comme les petits champions, enfin de l'écriture, la Molière, il y a les petits champions de la lecture aussi. Tous ces concours qui essaient de donner une voix aux enfants, parce que essentiellement les enfants n'ont pas de voix. Et il disait jusqu'à 12 ans, en fait, ils ne peuvent pas s'échapper, ils sont prisonniers. Et c'est ceux-là que je veux défendre. Voilà, parce qu'à 12 ans, et il en savait quelque chose parce qu'il avait fugué, tu peux te barrer. Et les adultes aussi. Donc c'est intolérable, ils peuvent fuir. Un enfant ne peut pas. Et ce qu'il disait aussi de remarquable, c'est à quel point les enfants sont résistants, à quel point ils sont à la fois fragiles et résistants. Ce que dit Boris Cyrulnik avec son thème de la résilience, François Truffaut, qui a fait un film qui s'appelle La peau douce, eh bien, il a dit à quel point les enfants ont la peau dure. À quel point ils peuvent tenir, ils peuvent résister, ils peuvent pardonner, ils peuvent se réparer. Mais tout ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner. Tout ça veut dire qu'il faut les admirer et être à leur côté. Et ben, je vois qu'on fait bien de se rencontrer aujourd'hui. On est en effet
tout à fait alignée sur ces valeurs et sur cette cause de l'enfance qui moi-même me touche beaucoup. Et d'ailleurs, je trouve que ça se retrouve beaucoup dans vos prises de parole. Vous décrivez votre littérature comme un dialogue entre les générations et j'ai vu que vous restiez régulièrement, presque quotidiennement en contact direct avec les enfants et les jeunes. Donc par exemple, vous faites de nombreuses interventions en classe, vous êtes membre du jury des Petits Molières, vous proposez des résidences d'écriture et vous collaborez aussi avec votre fille Constance Robert-Muraille. Comment est-ce que vous observez les évolutions, leurs attentes et les préoccupations des jeunes par rapport à vos débuts? En quoi cela a changé aujourd'hui? Ouais, c'est les mêmes et c'est pas les mêmes. Si je peux leur parler, c'est qu'en fait, il y a un cœur enfant et un cœur adolescent qu'on peut toujours toucher, mais beaucoup de choses bougent en un certain nombre d'années. Les enseignants sont bien placés pour le savoir aussi. J'ai des auditoires dont l'attention est plus fragile. Il faut vraiment se donner à 100% pour les atteindre. Mais quelle finesse aussi ils ont, quel humour, un accès à eux-mêmes. Parfois, je suis transpercée parce qu'ils arrivent à me dire, à me demander, et à quel point ils me perçoivent. C'est par moments, j'ai l'impression d'être à poil, quoi, tellement ils savent poser la question qui va m'obliger à aller plus loin, même si je voulais arriver un peu planquée parce que par moments je fatigue un brin. Mais en fait, ils vont me débusquer. Et ça va être un petit gravitant qui va savoir trouver la question quoi, ou me faire la réflexion et je me dis en moi-même avance à découvert parce qu'en fait ils savent. Donc en fait on me dit des fois vous prenez des sujets difficiles etc. Mais ils sont là les sujets difficiles, ils sont en eux. Dans une classe de 30 enfants, combien il y a d'enfants qui ont déjà traversé des drames, combien il y a déjà d'enfants qui savent des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Donc il faut aller à leur rencontre et les autres, je les mets pas en danger en parlant de ces choses-là. Je pense souvent à la chanson alerter les bébés, mais il faut alerter les enfants. Donc on avance ensemble sur tous ces sujets. Et c'est vrai qu'il y a des sujets nouveaux. Ça a beaucoup bougé. Les sujets phares ont énormément bougé. Ce que je vois, c'est quand même on a pas mal travaillé, sociétalement parlant. Je le vois aux réactions en face. Vous savez, il y avait un mot que je ne pouvais pas dire autrefois sans qu'il y ait des exclamations dans la classe, sans qu'il y ait des mouvements de recul sur les chaises. Le genre, un jeune homme homosexuel. Qu'avais-je dit? Il n'y a plus rien de cela maintenant. Il y a des tas de choses, c'est une évidence. Bon, alors ça ne veut pas dire que tout le monde va penser la même chose que moi. En face, je vais avoir encore des gens qui me sortiront que c'est pas normal, des choses dans ce genre-là, mais je n'ai plus ces fausses réactions scandalisées, c'est presque cette idée qu'il faut pas le dire dans la classe. Donc je pense que quand on dit que la parole s'est libérée, l'écoute aussi. On a bien travaillé quand même, je crois. Quand je rentre dans un CDI et que je vois les livres qui sont proposés, je vois qu'on travaille sur le genre, sur le harcèlement, vous allez me dire on est gavé, on en parle trop, etc. Il faut en parler trop pour que ça bouge un peu. Et ça bouge. Et ça bouge. Et le respect aussi des différences. C'est plus du baratin. Je veux dire, au début, j'avais l'impression qu'il me récitait des trucs. C'est bien dans votre livre parce que on parle de la différence et puis qu'il faut tolérer les autres. Je dis, mais les autres, ils sont fous que tu les tolères, ils veulent que tu les aimes, ça n'a rien à voir. Et donc, on travaillait ensemble. Et maintenant, j'ai vu que c'est repris, c'est travailler en classe, c'est travailler avec les enseignants. Je pense qu'on en parle aussi à la maison. C'est dans les médias, etc. Bien sûr qu'on est maladroit, bien sûr que beaucoup de choses sont mal dites, etc. N'empêche que on travaille beaucoup sur la notion de respect de l'apparence physique, des choses comme ça. Moi, je me sens plus respectée aussi. Il y a des questions qu'on ne me pose plus sur mon apparence. Donc, vous le voyez pour ceux qui j'ai un béret. C'est donc parce que j'ai une pelade. Il y a quelques années, j'avais régulièrement des réflexions là-dessus. Ça n'est plus. Le regard n'est pas le même. Je vous l'assure. Que ce soit dans les classes ou dans le métro. C'est ce droit à la différence.
il est en marche. Je dis pas que c'est parfait, je vous dis qu'on a fait des progrès. Et ça me fait du bien, franchement. Vous savez, dans notre société, on ne se fait pas beaucoup de compliments. Alors, complimentons-nous. On a bien parlé. Non, c'est vrai, comme disent les féministes, il y a du boulot. Ok, il y a du boulot. N'empêche, derrière nous, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé déjà. Et il faut continuer, bien sûr. Continuons le combat. Et justement, pour parler de la différence, dans votre livre, vous utilisez beaucoup l'humour. Alors aujourd'hui, il devient parfois difficile d'employer l'humour sans être mal compris, sans tomber dans la moquerie ou même parfois dans la dévalorisation. Et c'est même souvent mal interprété, l'humour. Comment est-ce que vous faites, vous, pour amener le rire sans tomber là-dedans? Vu que l'humour, c'est un sport à risque. Quand je vais dans les groupes, parfois, je leur montre que je suis sur un fil et j'avance et je leur montre que je suis un funambule. Je dis, je peux tomber, je peux me tromper. Je prends un risque, et notamment le risque de trouver que c'est drôle. Voilà. Je ne suis pas infaillible. Et je suis entourée de gens. Je ne suis pas toute seule quand j'écris. Je suis relue. D'abord par des familiers, puis par des correcteurs, puis par un éditeur. Il faut que ça franchisse un certain nombre de barrières. Et je demande à ce qu'on soit tous solidaires. Quelque chose qui me déplaît énormément, c'est quand les éditeurs décident de se laver les mains et font tout reporter sur l'auteur. Ils ont bien lu le texte et ils ont dit oui. Alors j'ai prévenu tous mes éditeurs il y a quelques années que votre oui soit oui. Et on y va jusqu'au bout. Et si on s'est trompé ensemble. Donc je leur demande de pas jouer les fauchetons. Moyennant quoi, j'écoute ce qu'ils me disent. C'est la contrepartie. Et quand ils me proposent des sensitivity readers, ce qu'on appelle maintenant des démineurs littéraires, sur tel ou tel sujet, moi, je suis OK. Ça ne veut pas dire que je vais accepter tout ce qu'on me dira, mais je vais accepter le dialogue de façon très évidente. Parce que je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas justement cette personne que je vais mettre en scène qui appartient, par exemple, à une minorité. Ça m'est arrivé, là, j'ai un personnage genre, etc. Il faut que ce soit relu. La série, donc j'ai une série avec un psychologue, donc voilà, c'est Sauveur et Fils. Il y a 7 saisons. J'ai commencé avec ça en 2015. Et comme je vous dis, nous avons les choses beaucoup très vite. Ce qui était écrit en 2015, il faut le relire. Donc là, je vais avoir toutes les personnes qui sont dans ma série d'édition qui vont me relire. Et donc, nous allons dialoguer. Je ne vais pas forcément accepter toutes leurs réflexions, s'il y en a, mais je sais qu'il y en a déjà que j'ai entériné dans d'autres en réédition. Il y a des gens qui disent, heureusement que tu m'as dit ça. Donc, parce que c'est toujours l'histoire de la paille et de la poudre. Tu vois très très bien les erreurs que fait ton voisin et les livres qui ne devraient pas dire ci ou ça, mais chez toi, tu le vois pas forcément. Donc, c'est très très bien qu'il y ait des gens, là encore, qui vous servent d'alarme, d'alerte. Je ne suis pas pour les trigger warnings à tout va. Je suis juste pour m'accompagne, voilà. Et que cette société qui bouge si vite et qui fait des progrès et des erreurs, je souhaite être associée en fait et qu'il y ait un droit de regard. Autant je ne veux pas qu'on réécrive Balzac ou la Comtesse de Ségur ni même le Club des Cinq, parce qu'il s'agit d'œuvres de personnes mortes. Autant moi qui suis vivante et qui vais dans les classes, qui discute avec les jeunes générations, je suis un adulte responsable, ce qui veut dire que je dois répondre de ce que j'écris. Et des fois, quand je me relis, je suis entièrement en phase. C'est des petites choses, mais pouvoir les changer, qu'est-ce que c'est soulageant. On sait pas, je veux dire, je n'ai pas l'impression de m'aplatir, je n'ai pas l'impression d'avoir peur, mais d'être raccord avec les mouvements de la société, parce que j'avance aussi. Voilà. Et si cette parole s'est libérée, en moi également. Mais rétrospectivement, de temps en temps, je le dis. Voilà, ça c'était clairement une idée toute faite, ça c'était clairement un préjugé. Et quand j'écris, surtout quand j'écris dans de l'ultra contemporain, je fais souvent ce mouvement que j'ai une espèce de petit drone de surveillance au-dessus de moi. Et y compris quand je parle dans des groupes, je pense que est-ce que je veux dire que je me surveille en permanence? Moi, je parle d'examen de conscience, donc c'est souvent un petit peu avec un temps de retard, c'est-à-dire je suis
en révision de vie permanente. Et je dis aux jeunes, aux adultes, on n'est pas dispensé de réfléchir. Et réfléchir tout le temps. Voilà. Donc c'est juste ça que j'obtiens de moi, j'espère. Alors on l'a dit, vous soutenez l'initiative des Petits Molières, ce concours d'écriture engagée pour les enfants du CP à la 3e. Et on parle notamment beaucoup du lien entre la lecture et l'écriture et le fait notamment que les enfants aiment toujours lire mais lisent de moins en moins. Quel lien faites-vous entre l'importance de donner le goût de l'écriture et son lien avec la lecture ? Alors déjà, sur les enfants lisent de moins en moins, ça fait quand même 30 ans que je l'entends, de même que le niveau baisse dans les classes. Donc bientôt, il va falloir y aller avec la lampe de lumière, parce que dans les classes, on verra pas rien. Donc nous descendons, et je ne crois pas que ce soit vrai. Donc les enfants lisent pas toujours les livres proposés au programme. Bon, voilà. Je suis pas totalement le docteur, tant mieux, hein, mais enfin, je suis pas non plus dans le catastrophisme. Hein, et surtout, je n'aime pas qu'on dise les enfants et les jeunes. J'aime bien qu'on dise nous. Nous lisons moins. Nous avons des difficultés de concentration. Nous sommes trop sur les écrans et arrêtons de stigmatiser les plus jeunes qui, en fait, ne font que nous imiter. Donc, regardons-nous, hein, chère Stéphanie, lisons-nous toujours autant, savons-nous prendre du temps pour lire, surtout lisons-nous en étant totalement dans cette niche écologique qui est un livre qui demande uniquement notre attention, où nous n'avons pas toujours tendance à regarder un petit peu à côté, savoir s'il n'y a pas un message sur notre téléphone, mea culpa, moi la première. Donc en fait, j'essaie de regagner en moi-même mon attention. C'est ça qui est actuellement tellement surstimulé et tellement accaparé par tous les médias, par tous les réseaux, par tous les que nous avons une attention en fuite en fait. Voilà, ça fuit en permanence. Donc luttons collectivement pour retrouver cette capacité de concentration, cette attention sur un seul et même sujet. Pouvons-nous parler pendant 10 heures de l'enfance malheureuse, Monsieur Truffaut? Lui, il le pouvait, il est tenu bon. Voilà, quand on a un sujet, quand on a une réflexion, quand on a un bouquin, on tient bon. Mais ça veut dire qu'on coupe un peu le reste. Et c'est très difficile, ça. Hein, c'est cette peur finalement d'être déconnecté, c'est cette peur qu'il se passe des trucs dans notre dos. Il faut, je dis aux enfants et aux adultes, je leur dis, la lecture, c'est comme l'amour. Faut consentir. Donc moi, j'attends votre consentement de lecteur. Je vais pas le forcer, mais je vais tout faire pour l'obtenir. Donc chacun son rôle. Hein. Moi, en tant qu'écrivain, j'ai un rôle qui est de rendre accessible la grande littérature, qui est de faciliter la concentration, et ce n'est pas en faisant de la littérature au rabais. Voilà. Donc je suis prise presque entre une double injonction. C'est difficile à tenir, mais je tiens bon. Et je demande que nous fassions tous ce même effort, sachant que beaucoup de gens veulent écrire, beaucoup de gens veulent créer, beaucoup de gens veulent s'exprimer, quel que soit l'âge des intéressés, et que si on veut y arriver de façon qui soit assez personnelle et assez originale, je pense qu'il faut se tourner vers la culture. Comme dit Monsieur Compagnon, un livre est fait de lecture et de livres. La création est faite de culture. Ça sert à ça. Hein, se cultiver, ça sert à créer, ça sert à être au monde. Moi, je sais que pour bien comprendre, c'est le lien, vous voyez, entre la littérature passée et la littérature actuelle. Pour bien comprendre notre monde, il est important de s'appuyer sur le regard de ceux qui nous ont précédés. Donc c'est pour ça que on fait des livres, par exemple, comme avec ma fille d'ailleurs, je l'ai contrainte à relire des classiques, voire à les lire, parce qu'on les lit assez peu à l'école, en fait. On lit sur timbre-poste, hein, on lit pas les vrais livres. Donc là, elle a dû lire vraiment du Georges Sand, par exemple, et s'apercevoir que c'est formidable et que ça donne des clés pour la femme qu'elle est et pour le monde tel qu'il est. Moi, je sais que j'ai compris notre monde, mais à travers Zola. Il y a toutes les clés du capitalisme de Balzac. Si vous voulez comprendre ce que c'est que la l'avidité humaine, mais lisez Zola, lisez Balzac. Et si vous voulez comprendre le chemin qu'on fait des femmes, lisez Georges Sand. Donc, voilà, moi je suis accompagnée non seulement en tant qu'écrivain, mais en tant que vivante, en tant qu'adulte, dans toutes les circonstances de ma vie, d'avoir tant lu et de tant lire, mais j'ai un compagnonnage en permanence.
Et ça m'aide dans tellement de circonstances. L'autre jour, j'étais à une soirée d'anniversaire d'une amie, 70 ans, mon âge. J'imagine la galère. Moi, je me dis, bon, voilà, il faut y aller. J'entre et tout d'un coup, j'étais dans le temps retrouvé. J'étais avec Marcel. J'étais à la fin, derrière la recherche du temps perdu. Quand il rentre dans cette soirée et où je dis, mais beaucoup de mes copains se sont déguisés. Et puis tout d'un coup, il comprend dans le regard d'une jeune et vieux. Ils sont vieux, tes copains. Ils sont pas déguisés. Et je me suis dit, Marcel, merci pour le sourire. Merci pour la compagnie. Je vais passer une bien meilleure soirée. Je vais penser au mal de tête. Et je vais me dire que tout ce temps qui s'est écoulé, qui est visible sur tous ces visages, il n'est pas perdu. Tu l'as retrouvé. Et j'ai regardé les gens autrement. C'était pas des vieux. C'était des enfants, des adolescents, des jeunes gens, des femmes non mûres. Tout ça s'était accumulé, c'était des strates. Et à certains moments de la soirée, ils étaient les enfants et les adolescents. Ils se sont mis à danser, ils se sont mis à chanter. Ils n'avaient pas 70 ans. Si, Marcel. Ça va être dur d'enchaîner après ça. Et si on en revient sur les petits Molières, est-ce que sur ce que vous avez observé notamment de cette expérience, quelle opinion, quel point de vue vous avez vis-à-vis de l'écriture des enfants et des jeunes? On a parlé d'écriture engagée. Est-ce que vous sentez qu'il y a aussi cette urgence de repenser notre monde de leur part lorsque l'on parle notamment de la thématique de cette année qui s'appelle « Refaire le monde ». En quoi pour vous est-ce important? Alors attention, encore un petit alerté. Le monde n'est pas sur leurs épaules. Ça, c'est C'est clair. bien gentil de leur demander de refaire le monde, mais c'est se foutre de leur gueule. Qu'ils ne le peuvent pas. Arrêtons de leur mettre des responsabilités qu'ils ne peuvent pas assumer. Ils ont les épaules qu'ils ont. Le psychologue que j'utilise dans ma série Sauveur et Fils, régulièrement, il dit, non, t'as pas les épaules. C'est pas à toi. Donc refaire le monde, non. Je veux dire, ils vont nous faire des fictions, bien sûr. Mais la responsabilité, c'est la nôtre. Attends, je suis encore en charge, là. Donc, voilà, leur faire sans arrêt la leçon, leur dire, si tu fermes le robinet quand tu te laves les dents, ça va changer la planète. Tu te fous de ma gueule, quoi. Donc, oui, bien sûr, jette pas le papier de bonbons dans la cour de récré. Mais c'est pas ça, hein. C'est pas eux qui font le monde, là, actuellement. Et quand ils nous regardent dans les yeux et qu'ils nous disent tu nous refiles un monde pourri, je dis oui. Bien sûr, je n'ai pas non plus la totale responsabilité de tout ce qui a été fait avant, mais pour le moment, je suis le nana, je suis le mec en charge. Voilà. Donc, ne les écrasons pas, parce qu'ils n'auront pas envie de grandir. Déjà qu'on leur fait pas beaucoup envie, nous les adultes. Alors si en plus on leur dit attends de voir la merde qu'on te prépare, non mais attends, tu vas te défiler, bien évidemment, t'as pas envie de grandir. Donc, je crains qu'on soit en train de jouer à ça, hein, à ne pas leur faire envie de grandir. Ça me pose un énorme problème en tant qu'écrivain pour la jeunesse. Parce que c'est mon travail. J'écris des romans d'apprentissage. Je leur dis, n'aie pas peur, ça va aller. Grandis, c'est super bien. Tu vas trouver ta place. Il y a des choses à faire dans le monde, etc. Et autour de moi, partout, on me démolit ce travail que je suis en train de faire et que sont supposés faire les parents et les enseignants et les gens qui sont en charge des enfants. Et je dis, ça devient de plus en plus craignos d'être écrivain pour la jeunesse. C'est pas que l'humour, hein. C'est le message, c'est l'optimisme, c'est la foi dans l'avenir, c'est la confiance dans l'adulte, c'est tout ça. Et là, tu te vautres sur ton canapé en face de LCI et t'as juste envie de te flinguer, quoi. Tout ça, tout ce qu'on déverse sur toi, l'adulte, tu vas le répercuter sur l'enfant, ça c'est sûr. Moi, je disais qu'en tant qu'écrivain pour la jeunesse, mon travail, c'était de faire un filtre, de ne laisser passer du réel que ce qui leur est supportable. Et là, est-ce que j'ai le temps de faire le filtre? Ça nous arrive tellement vite en pleine touche
qu'on est aussi démunis que. Donc il faut très vite, quand je dis qu'il faut réfléchir, mais il faut réfléchir très vite en plus. Il faut se reprendre constamment. Nous les adultes, il faut travailler sur ce monde, sur nous-mêmes, sur le message, sur ce qu'on montre aux enfants de ce que c'est qu'un adulte. Moi, dans mes livres, il y a maintenant beaucoup d'adultes. C'est un choix que j'ai fait à partir d'un certain moment où je me suis dit, je ne vais pas faire des livres sur les ados avec des ados, dans un monde d'ados, des problématiques d'ados, parce qu'au bout d'un moment, ça va les gaver, parce que de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est grandir. Donc, et ils sont de ce monde, de notre monde. Autant nous, on a pu être relativement séparés quand on était enfant, autant ça n'est plus vrai. Ils sont immergés dans le même monde que les adultes. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut il faut en rendre compte dans les livres pour les enfants. Et donc, mon travail, c'est aussi de leur montrer des personnages adultes qui fassent un peu envie. On puisse se dire, c'est bien d'être comme lui, c'est bien d'être en charge, en fait, parce qu'il s'en sort pas mal. Et donc, j'essaie d'avoir ces images d'adultes faillibles, vulnérables, mais qui se défilent pas, mon Dieu, qui tiennent bon. C'est ce que j'essaie de mettre dans les livres. C'est ce qu'il faut qu'on essaye d'être. J'ai vu notamment récemment que vous étiez exprimé sur le sujet qui a été assez médiatisé dernièrement, hein, sur les espaces qui sont de plus en plus nombreux et qui sont interdits aux enfants. Alors on parle des espaces comme la restauration, l'hôtellerie, et en bon franglais on les appelle les no kid zones. Pensez-vous qu'en tant qu'auteur, les choses sont innommables, on les met en anglais. Voilà. Vas-y, no kid zone. Est-ce que vous pensez que, en tant qu'auteur à succès, donc pour l'enfance et la jeunesse, il est important que vous preniez position sur ces sujets-là? Donc, je suis pas morte, oui, on va faire un effort. Le problème étant que ce monde n'est pas fait pour les familles, n'est pas fait pour les enfants. Si dans un restaurant, il y avait un endroit, comme malheureusement dans les McDo, un endroit pour les enfants, tout irait bien. Et c'est pour ça qu'ils vont au McDo, croyez-vous, c'est pour la bouffe. Et donc, il faut qu'il y ait des wagons où on puisse, dans un train. Mais je comprends bien que un monsieur fatigué ait envie de dormir, qu'une dame, moi, ait envie de se concentrer sur un bouquin, et que s'il y a un môme qui passe son temps à escalader le fauteuil, à faire comme ça, et à t'envoyer ses jouets par-dessus. Bon, bah oui, au bout d'un moment, no kid zone, quoi. Mais parce qu'il y a plein d'endroits prévus pour ces enfants. Alors c'est pas une exclusion, c'est juste de leur donner la possibilité d'être des enfants, ce qu'on trouve insupportable. En fait, c'est ça. On trouve insupportable qu'un enfant soit un enfant. Et on imagine que c'est parce qu'il est gâté, parce qu'il est intenable, etc. Alors, qu'est-ce que font les parents? Ils les musellent. Donc, ils leur mettent un téléphone portable devant les yeux. Ils les hypnotisent pendant 3 heures de temps, ça se voit. Moi, mon bonheur, voyez-vous, c'est l'autre jour, dans le wagon de train. Il y avait une maman avec le petit sac à dos pour l'enfant. Et elle sortait au fur et à mesure tous les trésors, et les crayons, et les gommettes, et le coloriage. Et puis le truc à pointe, tu sais, à la fin, ça fait une forme. Et puis il y avait le pomme pot, il y avait tout, il y avait tout. J'avais envie de lui dire, mais bravo, madame. Et ça s'est passé comme un charme. Alors, bien évidemment, la dame, elle était fatiguée au bout de 3 heures de temps, je pense, hein, parce qu'il y avait aussi le petit livre qu'il fallait lire et tout ça, et le câlin à faire et tout. Mais elle a fait le job. Et donc là, je veux dire, donc, il n'y a aucune raison. Je veux dire, il était, ça peut parce qu'il était un enfant, il avait le droit d'être un enfant. Je n'ai jamais circulé dans la ville sans avoir le petit sac à dos. On n'allait pas au restaurant sans un livre et un album de coloriage. J'avais 2 questions avant de partir avec un enfant dans la ville. Je lui disais, as-tu fait pipi? As-tu pris un livre? Donc voilà, avec la survie. Ok? Donc, maintenant, on a l'impression qu'on a la réponse universelle. On les hypnotise et on les décérébrait, les cérèbres avec le téléphone. Hein, c'est ce qu'ils ont trouvé les parents pour neutraliser les enfants et pour que les gens fassent. Donc, parce qu'ils dérangent, parce que effectivement, ils ont donné un petit coup de pied dans le siège de devant. Donc, bientôt, on va les ligoter et les bâillonner. En fait, ça revient à ça, les ligoter et les bâillonner. Donc, peut-être que tout le monde doit réfléchir, encore une fois. Il faut aider les parents à aider les parents. Il faut accepter que les enfants soient des enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils soient épouvantables, livrés à eux-mêmes, etc. Je ne vois pas du tout d'enfants gâtés dans ce monde.
je vois surtout des enfants abandonnés. Donc on arrête de nous dire qu'ils sont mal élevés parce qu'on les spoil, etc., qu'on les gâte. C'est juste que ils ont assez peu la possibilité d'être des enfants et ils explosent de temps en temps. Donc voilà. L'autre jour dans mon salon, clairement, il y avait 2 septuagénaires, une quinquagénaire, une trentenaire, un petit bonhomme de 3 ans. On s'est jamais dérangé les uns et les autres. Tantôt, il y avait des interactions avec le monsieur un peu âgé qui joue aux petites voitures avec le petit bonhomme. Tantôt, il y avait une interaction entre la trentenaire et la quinquagénaire qui allait faire une ping-pong. Tantôt, tout le monde était occupé soit à jouer, soit à lire. On s'est jamais marché sur les pieds. Et il avait le droit d'être un enfant, cet enfant. Je suis tout à fait alignée avec tout ce que vous venez de dire. On va malheureusement devoir se quitter. Et pour conclure, j'ai une question rituelle dans le podcast, donc vous savez, qui s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui? Je vais être basique. Je leur dis, on va se séparer. Never part, on va le faire en anglais. Never part without saying I love you. On ne se séparera pas sans se dire qu'on s'aime. Vous savez qu'on oublie de se le dire? Alors, enfants, adolescents, jeunes gens, jeunes filles, je vous aime. Magnifique. Merci infiniment Marie-Aude pour votre engagement, votre humour, votre authenticité. Je rappelle que vous êtes membre du jury de ce concours qui est lancé, qui s'appelle Les Petits Molières, dont toutes les informations sont à retrouver sur lespetitsmolières.fr pour les enseignants notamment qui souhaitent inscrire des élèves de leur classe ou leur classe entière. La date limite de l'inscription est le 28 mars et la remise des prix aura lieu le 5 juin. Très belle aventure. Voilà. Merci. Merci infiniment Marie-Aude. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.